sur Cinémoi. Aujourd'hui, on va parler du film Terminator 2, sorti en 1991, suite du premier Terminator, sorti en 1984. Donc Terminator 2, je le présente plus, le jugement dernier. C'est un film américain, réalisé par James Cameron, et donc, je le répète, qui est sorti en 91. Et ça a une importance pour notre épisode, puisque Terminator 2 a été, comme Jurassic Park, une très grande avancée dans les effets spéciaux à l'époque. On n'était pas en 93 ni 14, c'est-à-dire pendant le Jurassic Park, on n'était qu'en 91. On était encore au tout début des effets 3D. Il y a beaucoup d'effets de morphing aussi, mais c'est du morphing 3D. Ça avait déjà été fait dans Star Trek, où on a une séquence où les visages en 3D qui ont été scannés à la main sont morphés entre eux. On a le capitaine Kirk qui est morphé en Monsieur Spock, je crois, et etc. D'autres personnages. Donc le morphing 3D date déjà des années 80. Mais dans le jugement dernier, ils sont allés très loin. Donc la société principale qui a été utilisée, c'est ILM pour les effets spéciaux 3D, hein, évidemment. Parce qu'il n'y a pas que des effets spéciaux 3D, il y a aussi tout ce qui est effets sur plateau, hein, donc les effets non visuels, les effets plateau. Il y a des plans, par exemple, à la fin, lorsque Schwarzenegger envoie une grenade vers le T-1000 et que lui explose. La séquence, c'est une animatronique très bien réalisée par... alors, je recherche le nom de la société. J'étais dessus il n'y a pas 5 minutes. Je cherche dans mes notes. En tout cas, donc, c'est un film qui est réalisé par James Cameron et qui est au scénario aussi. James Cameron est au scénario aussi. Donc la distribution, le T800 Terminator, c'est Arnold Schwarzenegger. Le fameux Edward Furlong, John Connor, qui fera une apparition dans le Terminator sorti en 2019, qui dure 10 secondes, mais il apparaît. On a Linda Hamilton, donc Sarah Connor. Robert Patrick, qui joue le T-1000. Voilà, vous le connaissez tous maintenant. Il est devenu mainstream, comme on dit. Donc voilà. Les autres sociétés qui ont travaillé pour les effets, c'est Fantasy, Film Effect, et pour les séquences de guerre. Forward pour l'explosion nucléaire et le métal fondu. Et Stan Winston pour tout le reste, c'est-à-dire l'effet dont je vous ai parlé. Donc Stan Winston qui nous a quittés récemment, malheureusement. Il est mort à 62 ans, le pauvre. C'est une célébrité dans les effets spéciaux de plateau, puisque tout est basé sur le maquillage et les animatronics. C'est lui qui a conçu les animatronics de Jurassic Park, par exemple. Voilà. Donc je peux vous dire, sa supervision des effets visuels sur The Thing, par exemple, Alien le Retour, Predator, Léviathan, Predator 2, Jurassic Park, Congo, Le Monde Perdu et Jurassic Park 2, Small Soldier de Joe Dante, un grand réalisateur de Gremlins, Lac Placide, le gros alligator en 3D, donc lui il les a fait les maquettes, Inspecteur Gadget,
AI, intelligence artificielle de Steven Spielberg. Il a fait Jurassic Park 3, Terminator 3, Big Fish, Constantine, La Guerre des Mondes, et Iron Man. Donc il a collaboré avec des très grands en tant que superviseur des effets visuels. Et en tant que maquilleur, il a travaillé dans Édouard de Main d'Argent, Batman le défi, Entretien qu'un vampire, Pearl Harbor. Voilà, et sur les autres films dont je vous ai parlé avant, évidemment. Donc ce grand homme s'est occupé de tous les effets plateaux. Par exemple, les explosions faites dans la scène finale dans la fonderie, lorsque le T-1000 prend des coups de fusil à pompe, il y a des traces de liquide, des impacts de liquide qui apparaissent sur le corps de Robert Patrick, qui joue le T-1000. Et ça a été fait, non pas en 3D, mais en live. Il avait comme le sang qui gicle quand on fait une scène avec des tirs. Sauf que là, ils avaient caché donc ces espèces de taches à l'intérieur de la chemise de Robert Patrick. Et dès qu'elle se déclenchait de la même manière qu'il déclenchait les explosions de sang, et ça s'ouvrait comme une corolle et ça faisait comme un impact de métal. Et donc ça, c'était un effet réalisé sur plateau, pas un effet 3D. James Cameron, même si c'est un amoureux de la technologie, il a voulu un maximum utiliser les effets plateau, et la 3D arrive pour les effets impossibles, particulièrement la scène, par exemple, lorsque il se trouve dans l'hôpital et que le T-1000 traverse les barreaux. Cette séquence-là leur a demandé énormément de travail, du morphing, Ils travaillaient donc avec le logiciel Softimage à l'époque, le même logiciel que pour Jurassic Park. Donc Softimage qui a été racheté ensuite par Autodesk et qui malheureusement a été abandonné par Autodesk, alors que c'est lui qui a été le premier à sortir des effets visuels 3D réalistes. Je trouve ça dommage, mais Autodesk c'est un monstre, les éditeurs de Maya, 3D Studio Max, qui sont les solutions les plus utilisées par les grosses productions américaines. Hein. Pour animer, Maya par exemple, c'est le logiciel d'animation par excellence. Et sur à peu près tous les effets spéciaux des films actuels, c'est animé à partir de Maya. Mais on utilise de plus en plus d'autres logiciels. Ça vient petit à petit changer. Les moteurs de rendu évoluent très vite. On est en train d'arriver à un point où le temps réel va rejoindre le non-temps réel, c'est-à-dire tous les calculs qui sont réalisés par les ordinateurs pour rendre les images. Par exemple, une image de 3D de Jurassic Park pouvait mettre 12 heures à rendre. 12 heures. Alors que là, on parle de 60 images par seconde. Du temps réel à 60 images par seconde. Donc, c'est quand même pas rien. Voilà, je ferme la petite parenthèse sur ça. Donc, l'effet principal de cette scène, c'est le T-1000 qui traverse les barreaux, et les barreaux traversent le T-1000 comme s'il était liquide, et il passe de l'autre côté. Donc, ils ont scanné la tête de Robert Patrick avec la première solution de scannage en 3D qui était très longue. Donc, ils ont utilisé, ça s'appelait Cyberware, le scanner. Et ils le prenaient avec un casque, des lunettes. Les lunettes étaient peintes parce que comme c'était un scanner laser, ça aurait fait des problèmes de diffraction.
Donc on a bouché les lunettes de l'acteur Robert Patrick et s'est fait scanner à plusieurs moments du film. Et il y a même des scans qui ont duré plus de 3 jours pour scanner ses différentes expressions. Alors que maintenant, ça se fait en 2 heures. C'est beaucoup plus simple maintenant, mais à l'époque, ils expérimentaient beaucoup. Ils ont même filmé Robert Patrick pour avoir la même démarche lors de la scène, lorsqu'ils sont dans les évacuations, la grande scène de la moto avec le camion, la poursuite. Lorsque le camion explose et que le T-1000 sort du feu, pour étudier la manière de marcher du T-1000, donc Robert Patrick, ils ont utilisé une version vidéo avec Robert Patrick en slip, sur lequel on a dessiné des grilles qu'on a filmées sous plusieurs angles différents. Et les animateurs avaient ça comme référence pour animer la démarche de très spéciale de Jason Patrick en tant que T-1000. C'est une démarche à la fois robotique et à la fois humaine. Donc il devait enregistrer ça pour la transition entre le moment où il se transforme, il sort en métal, et qu'il arrive en acteur réel. Il y a une transition, il y a un morphing. Là, c'est un morphing 2D, puisqu'on travaille sur de l'image cinéma. Voilà. Pour la post-production, le montage du film a été fait dans un temps record. Il y a 3 monteurs qui effectuaient le travail. Et le film atteint, au montage final, une durée de 152 minutes. Ce qui était très long. Épuisé par le tournage, James Cameron retire 13 minutes de scène, donc ce qui réduit la durée à 139 minutes. Et après une dernière projection test, Schwarzenegger a jugé que le film était encore trop long. Donc il supprime carrément une scène, la scène où le Terminator est déprogrammé pour être libre de ses actes. Et c'est une scène qui réduit le film que jusqu'à 136 minutes. Donc voilà, pour ce qui est du montage, on a plein de forts raccords. Par exemple, pendant la séquence pré-générique, les soldats armés sont tantôt droitiers, tantôt gauchers selon les plans. Certains d'entre eux, tournés par Vic Armstrong, ont été inversés à la demande de Cameron afin d'être en harmonie avec les autres. Voilà, il y a toute une tripotée de faux raccords dans le film. Il y a Fort Raccord, l'émission Allociné qui fait très bien ce job-là. Vous pouvez aller voir l'émission sur le site d'Allociné. Et je crois qu'il y a un épisode sur Terminator. Voilà, sinon, ils ont utilisé vraiment des scènes à maximum d'effets sur scène. Donc Stan Winston, par exemple, lorsque le T-1000 trouve une Sarah Connor qui est pas la bonne et qui tue son mari en transformant son bras en lame, là il y a à la fois du morphing 2D, du morphing 3D et du maquillage, puisque le bras 3D doit traverser la bouche de l'acteur comme s'il avait reçu une balle en pleine bouche. Donc, pour faire ça, ils ont divisé l'effet en 3. D'abord, le morphing 3D du bras de la femme qui se transforme en lame. Ensuite, il enfonce la lame avec une fausse lame en maquette créée par Stan Winston dans la gorge de l'acteur et le retire. Et là, c'est toujours une prothèse. Et le plan se finit comme ça. Donc c'est un mélange de 3 techniques. Et là, c'est typique de James Cameron. C'est qu'il utilise un maximum de techniques différentes pour arriver à ses fins. Sur Avatar, il a choisi de tout faire en 3D, mais il était obligé, vu le scénario Terminator 2, ça se passe de nos jours.
Il n'y a pas les mêmes références, donc ça n'a pas posé le même problème. Alors, juste la version cinéma dure 137 minutes, donc le montage il est de 136. Il a été avec les titrages et génériques, ça fait 137. En 93, il y a eu une édition spéciale où le film dure 153 minutes et une autre version spéciale où la Skynet Edition, sortie en 2009, où le film fait 156 minutes. Voilà, il est sorti aux États-Unis le 3 juillet 1991. C'est la défunte société de production Carolco Pictures qui était à l'origine de ce film. Il y a Studio Canal qui avait travaillé pour eux, et pour la distribution, la TriStar pour les États-Unis et la Columbia TriStar pour la France. La VO est anglaise et espagnole, parce qu'il y a des dialogues en espagnol. Ça a été tourné en 35 mm Technicolor, en format 2.35mm1, donc cinémascope. Et le son c'est du Dolby SR. Voilà, le budget du film, qui était un des plus gros budgets pour l'époque, était de 102 millions de dollars. Dont une énorme partie pour les effets spéciaux. Et en France, il a été, quand il est ressorti, il a été interdit en moins de 12 ans. Et juste pour rappeler, il est ressorti au cinéma en 2017 en France en 3D. Pour les fans de 3D, ils l'ont ressorti. C'était assez confidentiel. Il n'y a pas eu de pub là-dessus. Ouais, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Moi qui suis fan de 3D, mais pas 3D, on parle de 3D, les lunettes. Hein. Parce que c'est toujours rarement clair pour tout le monde. On parle de la 3D relief, non pas la 3D dont je parle depuis tout à l'heure. Hein. Il y a aux États-Unis, il a été classé R. Donc R, c'est pour de l'action violente et du langage violent aussi. Bon, pourtant, il n'y a pas de langage est assez châtié, je trouve. Pour la petite anecdote, à l'époque, les 102 millions de dollars, ça correspondait au budget de 3 films. Et il a été pratiquement remboursé avant la sortie du film. Les préventes, c'est-à-dire les droits de retranscription mondiaux, furent cédés pour la somme de 65 millions de dollars, les droits vidéo pour 10 millions de dollars et les droits télévisuels pour 7 millions de dollars. Donc le film était quasiment remboursé et il a fait un énorme carton. Il est noté au box-office, il récolte 31 millions de dollars le premier week-end d'exploitation aux États-Unis. Pour un total combiné de 52 millions de dollars, diffusé dans 2274 salles. Il occupe la tête du box-office pendant 4 semaines et a engrangé en tout 139 125 779 dollars. Et en tout et pour tout, aux États-Unis, il reporta 204 millions de dollars, donc juste aux États-Unis. Et à l'étranger, il rapporte 315 millions de dollars pour un total donc de 502 843 345 dollars de recettes, qui lui permet d'être le plus grand succès au box-office américain et mondial de l'année 91, devant Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner, que vous connaissez tous aussi, pour lequel je ferai un épisode, mais non pas sur les effets spéciaux, mais une chronique sur le film. Ça sera bien plus intéressant.
Quand je vous disais que la ressortie 3D du film en 2017 était confidentielle, elle a totalisé un nombre de 10 853 entrées seulement, malheureusement. Donc c'est un petit peu minable. Le film en France, il a fait 6 millions d'entrées quand même. Hein. Classé deuxième au TLT. Il a eu 36 récompenses et sélectionné 99 fois dans diverses catégories. Meilleur maquillage FX pour Stan Winston. Meilleurs effets visuels pour Dennis Muren, un autre grand de chez ILM, qui était le superviseur des effets spéciaux chez ILM pour ce film. Jane Warren Jr. et Robert Storak, qui étaient leurs assistants, qui travaillaient avec eux. On a donc AK, c'est les Awards Circuit Community Awards, donc les AK du meilleur maquillage et coiffure pour Stan Winston et Jeff Downe. Après, il y a eu les MTV Awards, les Oscars pour le meilleur son, Oscar des meilleurs effets sonores, Oscar des meilleurs effets visuels et Oscar des meilleurs maquillages. Il a eu un nombre de prix incroyable. Jusqu'en 2020, où il a reçu un OFTA, Online Film and Television Association, dans le Hall of Fame pour l'image animée. Donc c'est rentré dans l'histoire du cinéma. Voilà, il y a eu des récompenses chaque année, en 2012, en 2004, en 97, en 94. Il a battu un Guinness des records pour les effets visuels, mais je ne saurais pas vous en dire plus. Quel record il a battu, j'ai cherché, j'ai pas trouvé malheureusement de quoi il parlait exactement dans ce record. Quel est le record? Je crois que c'est le record de nombre de plans à effet, si je me trompe pas. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre? On peut parler de Dennis Muren, donc qui travaille chez ILM et qui est créateur d'effets spéciaux depuis ses débuts. Il a travaillé sur Star Wars. C'était un des premiers à rejoindre ILM dans les années 70. Il fut engagé en 76, c'est-à-dire au tout début. Donc, et il est toujours dans cette boîte. Donc c'est pour moi, c'est une star des effets spéciaux. S'il y en a qui s'y connaissent, Dennis Muren, ils doivent connaître, comme John Knoll ou plein d'autres. C'est des grands que tout le monde ne connaît pas. Il n'y a que les gens des effets spéciaux connaissent. Mais lui, il a inventé de nombreuses techniques et effets spéciaux en 3D qui sont complètement fous. Et les effets de maquette, parce que c'est lui qui a travaillé aussi sur Star Wars. Voilà, ça c'était pour ce qui était de Dennis Muren. J'ai cité Stan Winston, le pauvre, qui est mort en 2008. Donc son studio continue à vivre sans lui. Alors, je ne sais pas qui après, je cherche. Voilà, film notable: The Thing, Terminator, Alien le Retour, Predator, Édouard de Main d'Argent, Terminator 2, Batman. Oui, je l'ai déjà dit. Il n'y a que la guerre des mondes. Ou ça, je l'avais pas dit. Voilà. Je vous invite à voir le petit vidéocast sur
Allociné, donc Faux Raccord, qui est une émission géniale, j'adore la regarder. Michel et Michel sont très forts. Il y en a un, un des deux, qui, je sais pas s'ils le font les deux ou un, mais ils sont très forts pour dégoter des faux plans ou des acteurs sur le tournage, des figurants qui font autre chose, ou même des techniciens. C'est assez marrant à voir. Donc profitez-en pour aller regarder ça en continuité du podcast, vous ne serez pas déçus. Et le prochain épisode, ça sera sur les nanars et le site Nanarland, où on parlera de vieux films nanars. On essaiera de diffuser une émission sur un acteur très connu maintenant, alors qu'à l'époque il n'y était pas, parce qu'il a tourné dans plein de nanars, et maintenant il dit que cette célébrité ça le rend fou. Mais donc je ferai un épisode, le prochain épisode c'est sur ça sera là-dessus. Voilà mes amis, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast en entier. Je vous souhaite de faire une bonne fin de soirée, puisque j'enregistre en soirée. Et je vous dis à bientôt sur Ciné-moi.